Bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue pour cette Affectio Talk qui est dédiée à des livres avec des auteurs qui sont avec nous. Et on va avoir un échange pendant jusqu'à 19 heures avec eux. On a la chance d'avoir à nos côtés des auteurs et acteurs hyper inspirants sur tous les sujets qui nous font un petit peu flipper sur notre avenir. Et puis en même temps, ils ont vraiment la vertu de nous donner beaucoup d'espoir. Et donc, de ce point de vue, on les remercie d'être avec nous. Donc, je vous présente Jennifer Murzo, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle Le cœur et le chaos, qui est moi j'ai trouvé ça magnifique. C'est comment on les désigne comme des romans chorales, hein, avec les destins de trois personnages qui chacun ont des parcours et de vie très différents. Une personne qui s'appelle Iris, qui est dans un âge extrêmement avancé, qui est à la fin de sa vie et qui constate qu'elle ne va plus très bien et qu'elle est plus en pleine possession de ses moyens. Aurélien, dit Trélox, qui est un jeune homme qui est un petit peu revenu de tout, qui a fait beaucoup d'expériences de la vie, qui vit un peu en marge de la société, par choix, et qui, au moment du roman, se questionne aussi, gagne sa vie en faisant des courses pour livrer à manger à vélo. Donc, on connaît ces professions qui inondent beaucoup de nos rues dans toutes les villes et particulièrement dans cette période de Covid. Et son rêve, c'est aussi de partir en bateau. Et enfin, un troisième personnage, Alice, qui à 40 ans a plutôt une trajectoire professionnelle qu'on peut considérer comme très brillante dans la médecine, mais qui ne l'empêche pas de se questionner énormément sur le sens de sa vie. Et donc, Jennifer, à travers ces trois personnages, en fait, nous fait aussi une description du monde dans lequel on est, qui, sur beaucoup de paramètres, évidemment, ne fait pas que nous questionner, mais aussi nous donne pas tous les jours de grands espoirs. Mais pour autant, le livre, et vous le verrez à travers la discussion qu'on va avoir avec Jennifer, moi je trouve, donne beaucoup d'espoir. Et l'amour et le bonheur sont parmi les mots-clés qui nous le donnent, cet espoir. Et le bonheur, justement aussi, alors c'est le thème d'un des autres ouvrages, celui de Nicolas Hazard. Alors, Jennifer Murzo, par ailleurs, au-delà d'être romancière, est également scénariste. Je précise aussi qu'elle est journaliste et qui régulièrement produit des sujets dans des médias que vous connaissez sans doute, Uzbek Erika et Oui Demain, et donc suit de très près aussi les tendances sociétales sur tous ces enjeux. Nicolas Hazard, qui est avec nous, est par ailleurs président fondateur d'Inco, qui est un fonds d'investissement impact, qui a presque 10 ans d'existence, si je ne me trompe pas, Nicolas, et qui est un des acteurs de l'investissement qui montre qu'il est possible de faire de l'investissement rentable en ayant surtout vocation à générer des impacts sociaux et environnementaux positifs avec des investissements qui ont cours dans le monde entier. Je crois que vous êtes présent vraiment sur plusieurs dizaines de pays et près de 200 salariés aujourd'hui. Et le livre que vous commettez, Nicolas, en fait, s'intitule Le bonheur est dans le village. Et celui-ci, pour le coup, est vraiment axé sur les solutions. Et vous nous mettez en perspective tout ce qu'il est possible de faire à des échelles rurales, avec beaucoup d'exemples d'initiatives qui relèvent autant du mieux vivre ensemble, de la gouvernance des villages que des solutions d'énergie, mieux se nourrir, mieux profiter de la nature, respecter l'environnement. Et donc là, il y a une trentaine d'initiatives très concrètes que vous décrivez tout au long du livre. C'est pas un roman, contrairement au livre de Jennifer. Et donc, de ce point de vue, encore une fois, c'est un contenu qui donne de l'espoir. S'agissant de Cyrielle, qui nous a rejoint, bonjour Cyrielle, bienvenue. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à toi. Et je vais vous voyer tous les trois, parce que de toute façon, c'est quand même mieux pour le protocole, et comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc, Cyrielle, vous êtes co-autrice avec Sylvain Raymond d'un livre qui, lui aussi, a vocation à nous mettre dans des perspectives qui nous donnent de l'espoir sur l'avenir, parce que vous mettez en perspective tout ce qui a pu
avec une notion de raison d'être dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui n'est pas seulement une notion juridique. Vous allez nous en parler aussi un petit peu parce que c'est vrai qu'elle a émergé depuis 2 ans en particulier parce qu'il y a une loi en France, la loi dite Pacte, qui a créé un statut sur ce sujet-là, qui permet aux entreprises de se saisir d'enjeux de plus long terme, sociaux et environnementaux, pour en faire leur ligne directrice d'activité. Et donc, l'ouvrage que vous co-signez avec Sylvain Raymond, il a, lui, pour le coup, vocation à montrer des acteurs qui se sont engagés dans des raisons d'être, autant dans le cadre de leur entreprise, mais aussi à travers leur parcours personnel. Et quelque part, c'est assez intéressant de voir cette notion de raison d'être, comment elle résonne avec notamment des citations que l'on retrouve au début de l'ouvrage de Nicolas, qui nous cite Nietzsche, c'est quand même assez drôle, je trouve, qu'à un moment, Nicolas, dans son livre, nous indique que celui qui possède un pourquoi qui le fait vivre peut supporter les comment. Et donc Nietzsche, il y a déjà plus d'un siècle, finalement, nous parlait du why, dont on parle beaucoup en ce moment, et puis de la raison d'être, là, qui est au centre de votre ouvrage, Cyrielle. Et puis Cyrielle, vous êtes parmi ces journalistes qui font monter ces sujets de l'impact positif. Et vous avez une émission hebdomadaire sur BFM Business le vendredi, si je ne m'abuse. C'est ça, à 19h, objectif raison d'être. Qui permet d'avoir justement des acteurs sur le plateau que vous interrogez, que vous questionnez pour qu'ils décrivent ce que leur entreprise met en place sur ces sujets d'impact social et environnemental positif. Et de ce point de vue, c'est tellement rare d'avoir dans les médias ce type de contenu que de ce point de vue, vous vous définissez d'ailleurs comme journaliste d'impact ou à impact, journaliste d'impact. D'impact, ouais, d'impact. Et vous relayez à travers ces émissions donc, ces entreprises et ces entrepreneuses et entrepreneurs qui au quotidien essayent de résoudre un certain nombre de nos grands problèmes contemporains. Donc bienvenue à tous les trois. Je vais vous questionner dans un premier temps tous les trois, chacun à votre tour, pour savoir et répondre à une question simple. Pourquoi est-ce que vous avez pris la plume ? C'est quoi votre objectif en prenant la plume ? Est-ce que d'ailleurs, le fait d'avoir pris la plume peut-être en 2020 serait-il lié aussi à cette situation que l'on vit en ce moment, depuis plus d'un an ? Est-ce qu'éventuellement le Covid a eu un impact sur votre initiative de prendre la plume ? Cyrielle, vous voulez répondre en premier à cette question d'intro ? Avec plaisir, merci beaucoup pour ce talk, pour cette visio au sujet de ce livre-là, qui, voilà, Nos raisons d'être, qui sort vendredi, vers une société durable et plus humaine, avec Sylvain Raymond. C'est une histoire de rencontre entre lui et moi. Ça fait 3-4 ans que voilà, moi je lui parle d'entrepreneurs à impact, d'entrepreneurs sociaux, des portraits que j'avais déjà pu faire sur Europe 1 ou encore dans Ushuaïa TV. Et lui, il vient du monde de l'entreprise, du mécénat de compétences. Et l'émission que j'incarne, que je présente depuis un an sur Objectif Raison d'être, sur BFM Business, qui s'appelle Objectif Raison d'être, c'est vraiment notre concept avec Sylvain. Et je lui dis, mais viens, on en fait un livre. On va faire un livre, on va parler des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, des entrepreneurs impact, l'économie sociale et solidaire, mais également nos leaders, nos grands dirigeants du CAC 40 qui, eux, s'impliquent, notamment via leurs enjeux RSE, mais surtout aussi en devenant société à mission, en incarnant une raison d'être qui s'inscrivent dans leur statut et tous les engagements qui ensuite influent à toutes les échelles au niveau de toutes leurs parties prenantes. Donc, c'est comme ça qu'est né Nos raisons d'être. On avait envie vraiment de réconcilier. On est là véritablement pour réconcilier le monde de l'économie à l'intérêt général. Donc, c'est comme ça que nous avons fait le portrait de 37 leaders d'économie impact, des associations, on a des lanceurs d'alerte, on a Cécile Duflot, on a 2 patrons du CAC 40, Orange, Renault, on a également des grands groupes, on a L'Oréal, on a Clarins, on a Danone, on a pris plein d'acteurs des sociétés à mission comme Camif, on a Brice Rocher aussi, le petit-fils de Brice Rocher, et plein d'entrepreneurs à impact. Et on est là pour véritablement réconcilier, on va dire, le consommateur, les citoyens et justement notre économie. C'est comme ça qu'on a voulu prendre la plume avec Sylvain. Merci Cyrielle. Jennifer, même question pour vous. Pourquoi avoir pris la plume ? Moi, j'ai pris la plume parce que c'est mon travail depuis 10 ans. Donc, c'était pas exceptionnel. C'est mon 5e livre. Et à chaque fois que je prends la plume, je la prends pour la même raison. D'abord parce que c'est ce que je préfère faire. Et puis c'est vrai que j'ai un rapport à la littérature qui est un peu engagé.
j'essaye, en explorant les dérives de notre époque et notamment celles du système économique qui gouverne nos vies, eh bien de donner à voir d'autres voies, d'autres possibles, et essayer de favoriser ou de nourrir une prise de conscience ou une envie de ne pas subir pour mon lecteur. J'écris toujours à cette fin, enfin dans cet espoir en tout cas. Et donc les conditions là n'ont pas particulièrement influé sur cette prise de parole littéraire parce que comme je vous dis, moi j'écris plus ou moins, enfin pas tout le temps, mais j'ai souvent un livre en cours. Le confinement, après le premier confinement, une petite phase de déprime tout à fait délicieuse, où j'étais pas très prolifique, a donné lieu en deuxième partie de confinement parce que mon éditrice m'a dit oui sur la première moitié que je lui avais envoyée, à une assez grande fougue où voilà, j'étais très contente de n'avoir que ça à faire et donc quelque part il a peut-être accéléré la rédaction de la deuxième moitié du livre. Mais voilà, en tout cas j'écris toujours dans l'espoir d'exalter l'idée de libre arbitre et de liberté, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans des sociétés qui favorisent un rapport un peu étriqué à l'existence, qui favorisent un sentiment d'aliénation et parfois d'impuissance. Et pourtant, comme le disait Cyrielle, des solutions existent, des acteurs font. Donc l'objectif, c'est de mettre tout ça en lumière. Moi, à mon niveau, en tant qu'auteur, j'essaye de montrer que il n'y a pas de fatalité et on n'est jamais obligé de subir son existence. Voilà. Merci Jennifer. Donc on peut remercier votre éditeur qui aussi a contribué manifestement à poursuivre et finaliser. Pour rappel, l'éditeur c'est Julliard d'ailleurs, hein, et que vos précédents opus c'était essentiellement chez Robert Laffont, notamment La Désobéissante qui était parue en 2017. Tout à fait. Même question pour Nicolas. Nicolas, pourquoi avoir pris la plume? Quel est l'objectif dans le bonheur et dans le village? Moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un bébé du confinement, ce livre. Moi, ce qui m'a le plus marqué au début du confinement, enfin le premier en tous les cas, c'est à quel point tout le monde a quitté les villes. Enfin, beaucoup de gens ont quitté les villes. On était dans les grandes villes, certaines étaient quasiment désertes, y compris en plein jour, pour aller partir à la campagne. Et j'ai vu dans un sondage que pour 80% des Français, la vie dans les campagnes était le mode de vie idéal. Et pour autant, en France, et c'est vrai aussi dans la plupart des pays industrialisés, en France, on a 80% des gens qui ne vivent pas en ville, mais qui vivent pas à la campagne, mais qui vivent en ville. Je me dis, mais pourquoi les gens vivent là où ils n'ont pas envie de vivre finalement, puisque si la grande majorité souhaite y vivre, comment ça se fait? Et ce qui est intéressant avec le confinement, c'est que tout le monde est parti comme dans un état d'urgence. On a envie d'un retour à la nature, on a envie de retourner et d'avoir une autre vie, et on n'est pas rassuré dans les villes. Par mon activité, par mon métier, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires à la campagne, dans les territoires ruraux, qui inventent l'alimentation de demain, qui inventent les mobilités de demain, qui réfléchissent à l'énergie, à l'agriculture, etc. Et je pense que le changement du monde et le changement de paradigme qu'on souhaite tous, il ne viendra pas forcément du haut. Et c'est pour moi plutôt les citoyens qui, à l'échelle individuelle, vont créer, comme dit Edgar Morin, des oasis où pourront s'exercer nos libertés. Et c'est la multiplication de ces oasis-là à des petites échelles qui feront basculer le système, parce que c'est en les démultipliant qu'on fera grandir les choses. Et j'en ai parlé donc à mon éditeur, donc Flammarion, qui aussi, d'ailleurs, c'est drôle parce que lui-même était parti vivre à la campagne pendant ce confinement-là. Et on s'est dit que ce serait intéressant justement de raconter le parcours de ces personnes qui inventent le monde de demain à leur échelle, dans les territoires ruraux, dans les territoires abandonnés à la campagne, et qui finalement démontrent qu'on peut inventer le monde de demain, être acteur du changement, y compris quand on n'est pas dans les grandes villes et dans les métropoles, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, où la modernité serait dans les villes, alors qu'il y a énormément de choses et un potentiel gigantesque pour relever nos grands défis dans nos campagnes.
Bon, merci Nicolas et merci à tous les trois pour ce mot d'intro. Là, l'idée, c'est un petit peu de rebondir sur certains de vos verbatims dans vos opus respectifs. Parce que tous les trois, vous êtes très conscients de la situation actuelle et vous mâchez pas vos mots sur le diagnostic de la vie dans laquelle nous sommes, tous autant que nous sommes. Et quelque part, vous le dépassez derrière. Mais c'est vrai que vos diagnostics se rejoignent. Je pense qu'on est tous un petit peu conscients des dysfonctionnements, mais vous l'exprimez tous un petit peu de façon différente. Cyrielle, de votre côté, par exemple, vous indiquez à un moment dans l'intro de votre ouvrage que la peur, en pole position, semble bien partie pour faire la course en tête. Et quand vous dites ça, très vite, justement, vous passez à la phase vers une société de l'engagement. Est-ce que le fait de faire ce diagnostic, qui est objectif, on va dire, bien sûr, sur la situation actuellement, tout de suite, vous vous mettez dans la perspective, il faut vraiment voir les choses sous un autre jour, sinon on ne va pas y arriver. C'est un peu ça votre posture? Oui, il faut peut-être que je débranche mon micro. Oui, ça, c'est dans le manifeste, effectivement, et c'est pour ça qu'il y a 300 pages derrière qui en découlent avec 36 regards et l'analyse qu'on a pu faire avec Sylvain Raymond, c'est que oui, il y a des peurs. Le mouvement des Gilets jaunes, voilà, c'est un mouvement citoyen où on n'arrive pas à aligner, on n'arrive pas, à finir son mois, et donc il y a des crises, et il y a des inégalités qui se creusent dans notre pays, ça c'est inévitable. Et, et c'est pour ça que c'est important de s'engager, d'être solidaire, et ça passe aussi. Il y a eu aussi deux politiques qui ont répondu dans cet ouvrage, notamment Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée à l'économie sociale et solidaire et responsable, et de dire que l'un ne va pas sans l'autre et qu'effectivement, c'est aussi grâce aux entreprises, à aussi nos fers de lance, nos pionniers, à toute l'économie sociale et solidaire qui représente quand même 10% de notre PIB, mais aussi les grands groupes qui s'engagent pour, entre guillemets, on va essayer de réduire ces inégalités, à rémunérer à un juste prix, une juste rémunération les agriculteurs, les paysans, et également, bien évidemment, protéger la planète. Mais effectivement, c'est pour ça que je revenais à mon premier point. Ce livre est là pour réconcilier. Et à réconcilier en disant oui, on a peur de ce qu'on n'est pas, on connaît le capitalisme, on en a peur, on n'a pas, il y a une défiance, de confiance face à nos politiques, et on a peur. Et c'est pour ça que je laisse, j'ai fait un peu un teasing, mais ce livre est là véritablement pour réconcilier. Et quand on interviewe aussi bien les politiques, les directeurs du CAC 40, les grands groupes, ou encore nos fers de lance de l'ESS, ils sont tous là pour expliquer c'est quoi la raison d'être, ça veut dire quoi un engagement au sein de leur start-up, au sein de leur entreprise. Et on a aussi le regard de Yann Arthus Bertrand, du climatologue Jean Jouzel, on a également le lanceur d'alerte et journaliste environnement Hugo Clément, on a également le regard de l'ONG avec Cécile Duflot, qui aujourd'hui dirige Oxfam. Donc, c'est important de donner la parole, on va dire, à tous les pans de la société, et de dire qu'ils ont tous une solution à apporter face à ces peurs. Merci. Et Jennifer, de votre côté, vous êtes aussi un personnage à un moment qui dit « Pourquoi je me sens si vieux ? Je suis révolté et je ne crois plus à la révolte. Ça crée une dissonance abrutissante. On ne fait pas la révolution par devoir, on la fait par désir. » Et là, a priori, c'est Gilles Deleuze que votre personnage cite. On ne fait pas la révolution par devoir, on la fait par désir. Donc, quand vous évoquez ça, là aussi, vous en revenez à cette façon dont l'énergie positive, elle peut venir que par, entre guillemets, le bonheur, ou en tout cas la quête du bonheur. Et oui, mais je pense qu'on a trop souvent associé la transition écologique et tout ce qui s'ensuit économiquement à une espèce de punition, c'est-à-dire on aurait fauté avec ce capitalisme mortifère et donc maintenant il faudrait se fouetter et revenir à l'âge de pierre. Enfin, c'est tout ce que les gens qui n'ont rien compris aux enjeux brandissent tout le temps. Ce serait revenir au monde des Amish, etc. C'est pas du tout le cas, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, et ça passe aussi par de nouveaux récits, et notamment, et c'est pour ça que je trouve que c'est mon rôle en tant qu'écrivain, c'est de porter ce genre de récit. Le désir de révolution de changement passe par le fait qu'on démontre aux gens que c'est pas une punition ce qui nous attend, et qu'au contraire c'est un fantastique levier de libération de l'humain et d'épanouissement. Et c'est vrai qu'on ne fait pas. Une révolution demande beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie.
beaucoup d'investissements. Et donc, si on l'a fait par devoir en se disant, ouais, sinon on va tous crever, ça donne envie à personne. Et de toute façon, on est tous plus ou moins englués dans nos existences. Donc, c'est très compliqué de se lancer dans cette démarche de changement sociétal, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, si c'est dans cette optique un peu punitive. Alors que si on comprend qu'on a beaucoup à gagner, comme le dit Nicolas, par exemple, réinvestir les petits villages, une forme de ruralité joyeuse et collectivement, et de mieux dispatcher la population sur le territoire, etc., ben ça, ce sont des choses qui peuvent être extraordinairement épanouissantes. Donc c'est pour ça que cette citation a résonné en moi quand je l'avais lue, de Deleuze. Il faut donner envie, là. L'objectif, c'est vraiment d'arrêter d'être parce qu'on dit toujours il faut réduire les émissions de CO2. Il y a un côté on va jamais y arriver, c'est très compliqué, on va perdre beaucoup de choses dans ce combat contre le réchauffement climatique, etc. On oublie de voir toutes les opportunités économiques et existentielles que tout ça revêt. Donc voilà pourquoi je pense que c'est important que les gens se disent que cette révolution, elle est désirable et que ce fameux monde d'après, mais l'expression m'exaspère tant il est vidé de son sens maintenant, parce que clairement, il n'arrive pas, hein, le monde d'après. Ce monde d'après, il va être super chouette et il va être excitant. Et donc, c'est vraiment sur cette base qu'il faut construire sa pensée et son rapport au changement. Merci Jennifer. Nicolas, vous amorcez carrément dans l'introduction de votre livre. La première phrase, c'est « Nos parents avaient l'espoir d'une vie meilleure, nos enfants pourront être satisfaits si elles ne régressent pas ». Bon, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui, quand on regarde le verre à moitié vide, se profile. Et vous indiquez ensuite que vous avez souvent constaté, pour changer le monde, le carburant peut commencer par être la colère, le dépit, le ressentiment ou la peur. Mais je reste persuadé que pour être utile, il faut commencer par être heureux. Alors, question, Nicolas, oui, donc quand vous évoquez ça, est-ce que ça aussi, c'est un parti pris quasiment d'état d'esprit sans lequel rien ne peut arriver? Oui, moi, je pense que je suis extrêmement optimiste, hein, malgré ce que vous essayez de nous faire croire en lisant juste la première phrase, puisque c'est la première phrase qui amène en fait à toutes les solutions et toutes les idées qui existent. Donc, c'est à partir du moment où, et je suis d'accord, où on est un peu tous plombés, in fine, on se dit, parce que c'est dur, parce que les inégalités sont grandissantes, parce qu'on a une crise écologique devant nous, parce qu'on a une crise sanitaire qui a amené une crise économique, une crise sociale. On est dans un contexte qui est quand même très, très pénible. Et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que c'est pas possible, etc. Alors que moi, je reste persuadé qu'en fait, les solutions, on a plus de solutions que de problèmes finalement, et que les solutions, elles existent, qu'on sait faire si on veut baisser la température, de faire baisser la température de la planète, et ben on pourrait le faire. Si on veut répondre aux grandes problématiques des inégalités, on peut le faire. Si on veut répondre aux défis démographiques, qui est on est 7 milliards, on va être 10 milliards d'ici une trentaine d'années, on sait le faire aussi. On a les pistes, en tout cas, on a les solutions, elles existent. Et donc, je pense qu'il faut inventer un nouveau récit et surtout démontrer que c'est possible de le faire, parce qu'il y a des gens qui ont montré qu'il y a des alternatives réelles et crédibles et qui ne vont pas faire s'écrouler l'économie, qui au contraire sont créateurs et porteurs de richesses à la fois économiques, sociales, environnementales. Et donc, on peut faire les choses différemment. Mais pour faire ça, je reste persuadé, et c'est un peu le point commun des 30 personnes que j'ai rencontrées à travers la France, qui vraiment viennent de partout, qui viennent de catégories socio-professionnelles très différentes, qui ont des parcours très, très différents. Le point commun entre tous ces gens-là qui ont mené une action positive à leur échelle, qui ont réussi à changer les choses, à inventer autre chose, etc. La première chose, c'est la recherche de sens et l'envie d'être heureux finalement à travers le sens, et de se dire que avoir une action qui porte du sens et qui a un impact, eh ben, ça permet aussi de peut-être arrêter de se focaliser sur un certain de ces nombres de problèmes qui peuvent être un petit peu futiles, et vraiment voilà, se mettre dans une perspective un peu plus positive. Alors que les problèmes, il y en a beaucoup, hein, je ne le nie pas, mais en tous les cas, la recherche de sens, c'est une composante qui est essentielle, et surtout dans notre société actuelle. Et c'est un peu comme au judo, c'est-à-dire prendre
la, la faiblesse de la force de son adversaire et d'en faire une force pour soi-même. C'est-à-dire se dire on est dans une société qui est très égocentrique, très narcissique, très individualiste finalement, et qui est poussée où la valeur collective et passe un peu au second plan. Et c'est d'utiliser ça parce que l'individu, finalement, en recherchant son bonheur personnel, à avoir du sens, à qui il est, etc., c'est utiliser cette force-là qui est de plus en plus importante, mais au service du coup de la collectivité et dire on va utiliser cette force-là, être heureux, avoir du sens pour essayer de changer le monde, changer les choses. Et c'est cette force-là qui, à mon avis, permet aujourd'hui de créer des choses positives, constructives et d'apporter des solutions là où on ne pointe généralement que des problèmes. Et Nicolas, je ne veux pas vous faire dire ce que vous ne vouliez pas dire. Et évidemment, ce petit propos introductif, c'était de montrer à quel point tous les trois, autant que vous êtes, Jennifer, Cyrielle et vous, Nicolas, en fait, vous êtes très clairvoyants sur la situation actuelle. Et évidemment qu'elle n'est pas rose. Et c'est une manière, en intro de notre échange, de montrer que vous êtes, de ce point de vue, pas du tout dans le mode je laisse de côté ces réalités aujourd'hui qui sont plutôt obscures sur plein de paramètres de nos vies, mais que c'est le point de départ aussi de vos ouvrages respectifs. Ce diagnostic partagé, on va dire. Mais le diagnostic partagé, vous le partagez sur tout le positif aussi. Et Cyrielle, si je reviens à vous, vous évoquez que une entreprise qui ne s'engage pas, c'est une entreprise qui ne se projette pas. Qui n'investit pas l'avenir. Alors cette phrase-là aussi, je vous laisse un petit peu la commenter. Oui, attendez, je n'arrête pas de recevoir un parallèle. Aujourd'hui, effectivement, une entreprise qui, on va dire, enfin, je le vois bien, ça va faire 1 an que je reçois un grand dirigeant qui se fait challenger par un plus petit dans mon émission. On voit clairement que peu importe le domaine, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les cosmétiques, que ce soit les banques, que ce soit les mutuelles, que ce soit les assurances, que ce soit le prêt-à-porter, de plus en plus de marques s'engagent. Même Bâche, qui n'est pas qui n'est pas une société à raison d'être ou à mission comme un petit bateau, et Bâche, l'acteur, on va dire, parisien, etc., on ne l'attendait pas au tournant et pourtant, ça y est, il y va petit à petit pour émettre de la matière recyclée, du coton bio, etc., etc. Et donc, effectivement, aujourd'hui, même pour recruter, on voit bien que d'être une société à mission, qu'on voit bien toutes les entreprises qui n'ont pas forcément la certification, le label international B Corp, qui est aujourd'hui le label qui est le plus reconnu au monde en termes de normes environnementales, on voit très bien que c'est un label qui est là pour notamment motiver et renforcer la marque employeur. C'est un label qui veut dire qui rend plus attractif une entreprise. Une entreprise aujourd'hui qui est B Corp attire les jeunes. Les jeunes veulent du sens. Quand on va recruter les nouveaux talents, ils ont aux alentours de 23-25 ans, ils veulent du sens. Si c'est juste pour polluer, pour pas parler de matière, d'économie circulaire, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué, effectivement, de s'aligner, de parler, de faire de la communication sans parler de ces enjeux-là. On voit bien que tous les acteurs s'y mettent, même les Air France, etc. Alors, ils ne parlent pas forcément du kérosène aujourd'hui, mais ils sont là pour dire on est là, on enlève le plastique de nos avions et patati patata. Donc, effectivement, aujourd'hui, une entreprise qui parle juste profit pour profit, bénéfice pour un bénéfice. Même le cas Danone, ça je vais l'avoir souvent quand je vais faire la promo de ce livre. On va parler, oui, regardez, la première entreprise du CAC 40 à devenir société à mission vient justement avec Faber qui vient de se faire évincer. Oui, mais c'est une crise de gouvernance. Ce n'est pas une crise d'engagement. Et ça, j'ai discuté avec des dirigeants en interne. Ils le disent clairement, c'est un problème de gouvernance. Ça n'a rien à voir avec les engagements qui ont été d'ailleurs annoncés et ancrés dans l'ADN de Danone depuis 2005, sous Franck Ribou. Et ça, ils ne vont pas changer les engagements pris auparavant par Franck Ribou et depuis quelques années par Emmanuel Faber. C'est juste une crise de gouvernance. Donc, effectivement, aujourd'hui, peu importe, on va dire, mais même pour tous ceux qui ont des enfants, je pense que ils veulent du sens et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là en tant que fer de lance, notamment pour les parents. Combien de parents j'entends disant mes enfants deviennent végétariens, mes enfants ne veulent plus manger d'animaux. J'ai même la dernière fois, j'étais avec une ex-ministre, elle me disait mais moi je m'habille qu'en seconde main. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, et on le voit bien
toutes les entreprises que je fais également pour les reportages dans la matinale. Dans le prêt-à-porter, c'est les virages de la seconde main. Dans la cosmétique, ce sont les virages dans les produits solides. Avec également, on essaye de surfer sur le zéro déchet. Il y a Danone qui est en train de lancer par sa filière les prairies bio avec les 2 vaches, le yaourt en vrac. Enfin, tout le monde y va. Donc effectivement, aujourd'hui, une entreprise qui ne s'engage pas, c'est une entreprise qui ne se projette pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en quête de sens. Le consommateur est en quête de transparence. On le voit bien dans l'agroalimentaire, ils changent toutes leurs recettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications avec 22 millions d'utilisateurs comme Yuka. Dans la finance aussi, on va dire les rapports extra-financiers vont être au cœur justement d'évaluation des entreprises au niveau européen. Donc ça, c'est actuellement en discussion. Donc aujourd'hui, effectivement, toutes les entreprises qui ne mettent pas du sens et qui ne mettent pas en exergue leur action RSE avec concertation de toutes leurs parties prenantes au sein de leur entreprise, on va voir si elles sont véritablement durables ou pas. Ouais, en effet, c'est vrai que c'est tellement tous azimuts aujourd'hui que je pense d'ailleurs ça constitue aussi sans doute un parasitisme pour les gens qui le regardent de loin, ce phénomène, parce que tout le monde s'engage dans tous les sens et quelque part il peut y avoir une espèce de confusion sur tous les agendas, etc. Et les gens se questionnent en tout cas, parfois à juste titre, mais parfois en étant dans une posture un peu anti-tout. Mais il est vrai que c'est absolument incontestable que les engagements sont tous azimuts aujourd'hui et on ne peut que s'en réjouir. Il faut juste s'assurer qu'ils sont mis en œuvre. Et donc ça, c'est le défi de tout le monde et de toutes les parties prenantes, en l'occurrence que vous évoquez. Et les modalités de leur association vont sans doute devenir les vrais facteurs d'efficacité et de crédibilité de tous ces engagements et de leur réalisation surtout. Est-ce que Jennifer, alors moi je fais beaucoup de vélo aussi en ville et votre personnage il en fait beaucoup aussi tous les jours parce qu'il livre beaucoup et j'aime bien la phrase que vous indiquez en disant que il a souvent la nausée parce qu'il se questionne sur évidemment le monde dans lequel il est. Mais il dévale des escaliers et dès qu'il a le cul posé sur son vélo, la nausée disparaît. D'un coup de pédale, je décolle, la canicule en sourdine, dans le vent de mon vélo. Je t'aime, mon vélo. Alors là, je voulais juste vous faire réagir là-dessus parce que ça sent la pratique aussi, non? Ouais, c'est un cri d'amour, il est là d'ailleurs. Joli! Je l'aime éperdument, il a changé ma vie. Mais vraiment, je me le dis, je pense presque à chaque fois que je l'enfourche, et c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois que je donne le premier coup de pédale, je me dis, mais c'est fou comme ça me fait du bien, quoi. Même quand, par exemple, si je ne suis pas très bien, j'ai une journée pas assez productive ou bien je suis en gueule de bois ou je sais pas quoi, tout de suite, ça m'oxygène le cerveau, je me sens bien, j'avance à la force de mes jambes, je vois le monde qui défile autour de moi, on est beaucoup plus en contact avec son environnement direct quand on est à vélo, beaucoup plus que quand on est dans un train et encore à plus forte raison dans une voiture. Et donc voilà, moi je trouve que le vélo, c'est une solution de mobilité toute simple qui vraiment a la faculté de changer le visage de la ville et d'épanouir assez massivement ses utilisateurs. En plus, toutes ces vertus en faveur de la santé ne sont plus à démontrer. Elles ont été validées maintes fois par plein d'études. C'est hyper bon pour la santé de pratiquer le vélo. Et au-delà de ça, je trouve que ça je sais pas, je pense que ça produit des sécrétions d'hormones particulières, enfin des endorphines, j'imagine, j'en sais rien, mais c'est fantastique. Et donc, moi, j'essaye d'être vraiment l'ambassadrice du vélo. Dès que j'ai l'occasion d'en parler à qui que ce soit, j'explique à quel point il faut. Enfin, quand je repense aux wagons bondés et tout ça, je me dis, mais c'est affreux quoi, de s'infliger ça, alors que, enfin voilà, au-delà de 20 km, c'est compliqué, mais je sais pas, 10-15 km, c'est rien à vélo, quoi. C'est 40 minutes et même pas. Et quand on arrive à destination, on se sent bien, on a fait du sport, on s'est oxygéné le cerveau, on a regardé le monde autour de soi, les jours qui rallongent, les bourgeons qui éclosent et tout ça, c'est magique. Donc oui, ça fait partie des immenses solutions, à mon sens, des petits changements de pratique qui peuvent changer beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est un vrai plaidoyer pour le vélo, votre roman, parce que tous les moments à bicyclette, ils sont assez jouissifs. On sent que, et pourtant, ils sont dans une tâche très millimétrée et contingentée. Hein. Il s'agit aussi d'une dénonciation un peu du modèle de certaines plateformes de livraison. Hein.
Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que justement le droit est en train de faire bouger les choses, et qu'il y a des requalifications en contrat de travail de maintenant ces statuts dans plusieurs juridictions. Donc les choses évoluent là-dessus. Ces derniers mois, tout récents d'ailleurs, en sont le signe. Et donc, ouais, ces passages à vélo, c'est des très beaux plaidoyers pour le vélo en ville, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup apprécié pour ma part. Nicolas, vous pouvez, j'ai une devinette pour tout le monde, mais Nicolas, vous avez la réponse. Est-ce que vous sauriez me citer un président qui est désigné par Nicolas dans son livre comme un amoureux de la nature? Il n'est plus de ce monde et il est de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous donne quelques indices. Et Nicolas, je vous laisse le soin de répondre et peut-être de nous livrer le contexte dans lequel vous l'évoquez. Vous séchez, donc moi aussi, à vrai dire, j'ai découvert. Cyrielle, c'est pareil, ça ne vous parle pas? On est aux États-Unis, c'est Nicolas qui va nous donner la réponse et peut-être nous. Et aux États-Unis, il ne fait plus partie de ce monde, c'est ça? Exact. Michael Jackson. Ça, c'est une autre source, c'est belle source d'inspiration. Voilà. Nicolas, je vous laisse le soin de nous répondre. Oui, non, en fait, c'est ce rapport à la nature qui est très différent, en fait, entre les États-Unis, enfin, le monde anglo-saxon et en gros nos pays européens, nos pays latins en règle générale, mais c'est aussi parce qu'il y a une approche qui est assez différente entre les pays catholiques et les pays protestants, où en fait, et c'est assez intéressant ce rapport qu'on a à la nature, où dans la culture un peu plus protestante, il y a une sorte d'immanence où Dieu est dans la nature. Donc on aime ce qui est dans la nature parce que ça fait partie de la nature. Alors que dans la religion catholique, il y a plus une transcendance où Dieu est au-dessus et la nature finalement est qu'un objet, une création de Dieu, mais qu'un objet que les hommes utilisent, mais Dieu n'est pas là-dedans. Et en fait, c'est intéressant de voir à quel point les grands parcs nationaux, et c'est, je pense, ce dont on fait référence là, les grands parcs nationaux ont été créés d'abord par les Américains, en l'occurrence c'est Yellowstone, le premier qui a été créé bien avant les parcs qu'on a nous, que les chaînes type National Geographic, c'est les Anglais qui l'ont développé. Et donc il y a un rapport qui est très différent à la nature où nous, on aime s'extasier sur les couleurs de la nature, mais on n'a pas un amour aussi profond que peuvent l'avoir les anglo-saxons notamment. Et je trouvais ça intéressant parce que voilà, il y a ce rapport qui est assez différent et on protège finalement, et c'est la notion aussi de biodiversité qui peut exister, on protège assez peu la nature et, ce qu'elle est, comme elle existe, en tout cas moins bien que certains autres pays. Et donc, on a des choses à faire là-dessus. Et voilà, et donc ce rapport à la nature, ce rapport à la terre, qui est très fort. J'ai trouvé que culturellement, il y avait des endroits où ça l'était plus, en l'occurrence, voilà, sur les parcs nationaux et plein d'autres choses. Et les grands aventuriers anglais qui venaient dans les Alpes, dans le 19e siècle, etc., il y a cette culture. Alors que nous, on a plus une fascination pour les villes, finalement aussi. On a aussi une fascination pour les villes, où la ville est ce que l'être humain peut avoir fait de mieux, ce qu'il a pu construire, ce qu'il a pu bâtir. Et donc, on a cette culture qui est différente. Et je trouve que c'est intéressant au jour où, avec la crise écologique qui existe, il y a un besoin qui est très, très fort en chacun de nous aussi de se reconnecter avec la nature, de retrouver qu'on est allé un peu trop loin dans l'hypermétropolisation. Et donc voilà, c'est là-dessus que je voulais parler. Et il s'agissait donc de Theodore Roosevelt oui, c'est Teddy Roosevelt c'est Theodore Roosevelt qui a créé effectivement Yellowstone dès 1872. Donc effectivement, quelque part, ça nous ramène à un leader charismatique d'un grand État, encore jeune, mais qui a ce rapport à la nature qui l'amène à prendre des dispositions. Alors là, c'est la force de l'État, qui à un moment donné, un peu de façon éclairée, prend ce type de disposition. Dans votre livre, d'ailleurs, Nicolas, vous rappelez des chiffres qui me semblent importants d'indiquer ici. 6% de la population
les 10 premières régions urbaines du monde représentent 6% de la population mondiale, mais ça représente 40 à 50% du PIB mondial. Et là, quelque part, c'est vraiment une très bonne mise en perspective de chiffres clés. Vous évoquiez tout à l'heure combien il y a d'urbains qui pensent qu'on vit mieux à la campagne et combien des gens qui vivent dans les campagnes, seulement 5% voudraient changer, donc ils s'y trouvent très très bien. Et ça vous amène à indiquer que vous êtes convaincu que nos territoires ruraux vont ringardiser les métropoles. Alors derrière cette phrase, votre ligne éditoriale, c'est quoi? Après, on va parler, on a encore un petit peu de temps ensemble, hein, justement, d'exemples très concrets. Hein, mais quand vous avez ce statement, les territoires ruraux vont ringardiser les métropoles, c'est déjà à l'œuvre. Vous sentez que ça s'accélère, ça s'intensifie. Les mois qu'on vient de passer, sans doute, y contribuent. C'est un petit peu votre diagnostic que j'aimerais aussi entendre là-dessus. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que la campagne et la ruralité, c'est ce qui a fondé nos civilisations sur des siècles et des siècles et des siècles, hein, jusqu'à la première, la deuxième révolution industrielle, où en gros, la majorité, notre culture, nos contes, nos histoires, tout est basé, et notre richesse aussi, tout est basé tout était basé sur la campagne et la ruralité. Et il y a eu un changement, et la ville était finalement assez marginale. Et il y a eu un changement très important avec les différentes révolutions industrielles qui s'accélèrent d'une manière extrêmement forte. Aujourd'hui, on a dépassé le 50% des gens dans le monde qui vivent à la campagne et donc aussi à la ville. Et c'est 80% qui vivent à la ville aujourd'hui en France. Donc, il y a eu un inversement, un bouleversement qui a été très fort. Et on est allé extrêmement loin dans la métropolisation et dans la concentration dans la métropole. Et aujourd'hui, ça devient quasiment invivable en termes de pollution, en termes de coût du loyer, en termes de transport en commun, d'être entassé dans les transports, etc. Enfin, et donc, du coup, la ville, c'était l'endroit de la modernité. On pouvait aller au spectacle, on pouvait vivre sa vie, on avait des opportunités, on pouvait devenir... C'était, on pouvait se projeter, on pouvait devenir quelqu'un en ville plus qu'à la campagne. Aujourd'hui, c'est en train de se retourner où la ville, c'est devenu plutôt l'endroit où on va parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que c'est là où sont les boulots, c'est là où sont les opportunités économiques. Mais si on avait l'occasion, en Île-de-France, c'est intéressant, 70% des Franciliens disent qu'ils quitteront l'Île-de-France dès qu'ils le pourront. Dès qu'ils le pourront, c'est quand même, ça montre que quand même, il y a quand même une certaine défiance, plus qu'une défiance, il y a un rejet quand même de la vie en ville et dans des aires métropolitaines. Et donc, c'est de se dire, en fait, on est allé un peu loin et il faut repenser notre aménagement du territoire. Alors, certains diront, ah, mais oui, mais il n'y a pas de boulot dans les campagnes. Mais pourquoi il n'y a pas de boulot? Aujourd'hui, on voit avec le confinement et avec l'accélération du télétravail, il y a plein de gens qui sont allés se caler à la campagne pour aller bosser. Mais le problème, c'est que quand à Paris ou dans les grandes métropoles, on discute de la 5G. Alors là, c'est le débat effectivement sur les Amish. Si on n'a pas la 5G, on est des Amish, etc. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait juste d'abord parler de la 4G, de la 3G et même de la 4G juste dans les territoires hors des métropoles? Parce qu'il y a plein d'endroits où il faut se mettre au milieu de la place du village, tendre son téléphone bien, bien haut pour essayer de capter un petit peu. Comment on veut créer de l'activité économique, y compris dans l'agriculture? Aujourd'hui, les agriculteurs de plus en plus sont connectés, doivent être connectés. Mais comment on veut créer des boulots dans le numérique, avec le télétravail, dans la santé, dans tout ça, si on n'a même pas la couverture numérique qui existe avec la fibre et avec la 4G? Donc, les gens qui sont dans ces territoires ruraux sont confinés par essence. Même quand il n'y a pas le confinement, ils sont confinés parce qu'il n'y a pas cet accès-là. Et donc, c'est de dire, repensons un peu la société dans laquelle on est, le pays dans lequel on est, et mettons les moyens, avant de parler de 5G, il faut la 5G, on est d'accord, mais il faut d'abord aussi mettre de la 4G un peu partout et donner des opportunités pour tout le monde, parce que sinon, tout le monde ne part pas du même pied d'égalité. Et c'est toujours les métropoles qui bénéficient, parce qu'il y a un système qui fait qu'il y a des intérêts économiques qui se croisent pour densifier la métropole. Mais les gens, de moins en moins, en ont envie. Comme disait Cyrielle, il y a eu les gilets jaunes aussi, qui montrent que, à un moment, la France rurale, elle se sent un peu aussi abandonnée.
Et attention, la Révolution française, elle est partie aussi des campagnes, hein. Donc, à un moment, faut réfléchir à tout ça et rééquilibrer les choses. Ça me semble plus que nécessaire aujourd'hui. D'ailleurs, je vais faire le pont et interroger Cyrielle aussi là-dessus, mais à un moment, Nicolas, vous indiquez que ce sont les entreprises qui iront là où les gens auront envie de vivre. C'est pas rien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être un petit laïus supplémentaire à faire, je veux bien. Et puis Cyrielle, je veux bien que vous réagissiez dessus. Si vous avez parmi aussi vos témoins et grands témoins cette dimension de ressources humaines, si c'est un terme qui peut ne pas être approprié, mais dans le rapport au talent, dans le rapport aux salariés, les entreprises et les grands chefs d'entreprise que vous avez pu rencontrer, comment ils traitent ce sujet de où je vis, où je travaille. Oui, alors Voilà. juste un petit mot, oui, juste un petit mot là-dessus, c'est que aujourd'hui, la compétition, on va dire, des talents, avant, effectivement, les talents, ils venaient là où étaient les entreprises et donc ils se fixaient à certains endroits. Aujourd'hui, les gens ont tellement envie d'autre chose, ont envie aussi d'avoir une vie personnelle épanouie, beaucoup ont envie, et le luxe, c'est de pouvoir travailler à distance, travailler de la campagne, travailler voilà, d'un autre endroit que du centre-ville et de venir dans le centre-ville pour le boulot. L'idée, c'est de se dire, mais en fait, demain, les entreprises, dans cette bataille des talents, et on voit, hein, les grandes du numérique aujourd'hui décident de fermer leur bureau pendant 3 ans. Donc les gens vont être disséminés un peu partout. Eh ben, elles iront bosser, elles iront s'installer là où les gens ont envie de vivre et elles s'adapteront de plus en plus à ça. Donc il y a une transformation du marché du travail qui fait que à la fois le télétravail, tout ça va se développer, et ça on le sait, mais aussi il y a des endroits où les gens ont envie de vivre, où finalement, ben, ça va être plus simple de construire une entreprise. Je suis l'exemple de Thomas Hurier, qui a monté 1083, qui est le jean made in France, qui est Il une est dans des le histoires. livre. Thomas Et Huriez, Nicolas. voilà, bah, nous, on a investi dedans, on est un des premiers, hein, à avoir investi dedans. Et Thomas, il est fantastique. Et donc, on l'a suivi. Mais en fait, lui, il dit, et il a raison, que les gens, finalement, viennent. Enfin, lui, pour lui, c'est presque plus intéressant de fabriquer ses jeans, y compris hors d'un centre métropolitain, parce que juste le coût pour rentrer, pour fabriquer, pour après être dans les bouchons, etc., fait que, même d'un point de vue économique, d'être plus dans un territoire rural et isolé, c'est plus intéressant économiquement. C'est ce que fait aussi Etikable, qui est à Florence dans le Gers, qui est aujourd'hui un des leaders du commerce, etc. Donc pour beaucoup de boîtes, y compris des usines, c'est intéressant d'être hors des grandes métropoles. Et donc du coup, y compris pour les grandes entreprises, c'est essayer de réfléchir à comment peut-être on va faire un maillage plus fin et plus intéressant, et la problématique du dernier kilomètre, etc., pour essayer de répartir l'activité un peu plus de manière globale sur le territoire. Cyrielle, d'ailleurs, vous pouvez le préciser, ou alors je le fais en amont, mais 1083, donc jean made in Made in France. France. La raison de ce nom de marque, c'est la J'en ai un distance sur la moi. plus Il longue, est là. hein, c'est ça? Ah, bah, Ouais. bravo, si en plus on peut faire la promo de cette marque. Mais 1083, si je ne m'abuse, c'est la plus longue distance qui sépare les deux extrémités en diagonale du territoire métropolitain français, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et je veux bien vous faire Mais, réagir, Cyrielle, sur. Alors, si vous mais voulez mon livre, évoquer c'est pas sur la 1083, RSE, c'est pas sur la RSE, excusez-moi, c'est pas sur les RH, etc. Mon livre n'est pas du tout focus sur effectivement la ruralité face aux zones urbaines, etc. Donc, je trouve que l'approche et l'analyse profonde de Nicolas est juste. Après, voilà, moi, c'était pas du tout le focus de mes entreprises qui, elles, sont là pour engager toujours des démarches sociétales, sociales et environnementales. mais je Mais comprends. Et ça donc, va de soi. Après, c'est le problème aussi, on est dans le RH, on est dans les ressources humaines, c'est le télétravail. Je suis d'accord avec Nicolas, on est tous, nous, à Paris. Effectivement, dès qu'on pourra un jour, bah, peut-être que oui, je les comprends, les 70% qui veulent ensuite aller en zone rurale, retourner à la campagne. Et il y en a beaucoup, voilà, qui, depuis le premier confinement, ils ont plié bagages et pour ceux qui pouvaient, ils sont restés à la campagne, en région et ils y vivent très bien. Et puis nous, on est là. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas le choix et j'en suis très heureuse aujourd'hui d'être là au cœur de l'action. C'est ma vie aujourd'hui à 33 ans. Peut-être que si j'avais 43 ans, je le verrais autrement et si j'avais des enfants aussi. Mais, c'est beaucoup des enjeux RH, c'est également les nouveaux enjeux avec le télétravail.
Mais ce n'est pas spécifique à mon livre. Non, je comprends. Mais par contre, il se trouve que Nicolas a utilisé ce mot-clé de raison d'être à un moment dans son livre, sur un sujet qui couvre un peu le thème qu'on est en train juste d'aborder en ce moment, quand il indique les millions de mètres carrés de bureaux qui font l'orgueil des métropoles ont déjà perdu une bonne partie de leur raison d'être. Et c'est là que c'est vrai, mais c'est vrai. Et parce qu'après, il faut faire des associations. Après, il faut le donner. Après, il faut qu'il y ait des associations qui se fassent entre ces entreprises et les associations pour reloger. Il y a également après, voilà, il faut que ça change entre les bureaux. Et après, il faut que ce soit du relogement avec des personnes en situation plus vulnérable. Et ça, je sais qu'il y a des entreprises qui sont en train de faire ça. Je reste avec vous, Cyrielle, parce qu'à un moment aussi, vous évoquez, en évoquant la loi Pacte et cette fameuse raison d'être, qui constitue quelque chose d'unique dans son genre au monde aujourd'hui, juridiquement, en tout cas assez atypique, même si effectivement la Benefit Corporation qui vient des États-Unis notamment, mais la notion de raison d'être vous amène à dire à un moment que l'État reconnaît donc lui-même à son tour et ouvertement qu'il n'a plus le monopole de l'intérêt général. Et ça, quelque part, il est question de tout ce dont on parle en ce moment. Je veux bien vous faire réagir sur ce statement. En résumé de ce livre, Olivia Grégoire le dit très bien, et on fait un webinaire le 13 avril, et c'est dans son message qu'on diffusera, en disant, et c'est ce qu'on dit, on ne tape pas sur le gouvernement dans le livre, en l'occurrence, mais on interroge tout de même nos dirigeants en disant, mais est-ce que vous ne couvrez pas un peu les actions d'intérêt général que ne fait pas forcément, notre État, le gouvernement. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont un rôle, les entreprises prennent de plus en plus un rôle politique pour œuvrer notamment dans l'intérêt général. Et ça, c'est inéluctable. Et c'est ce que disent également, c'est ce que dit Olivia Grégoire, c'est qu'on ne peut pas faire une transition écologique, une transition sociale sans l'aide de nos dirigeants, de nos entreprises, également de nos millions d'associations qui œuvrent dans l'intérêt général, etc. Donc, c'est ça, c'est tout ce tissu associatif, tout ce tissu entrepreneurial à impact. Et je pense que Nicolas, qui l'incarne aussi, sera d'accord avec moi, c'est qu'on ne peut pas faire sans. Donc, je pense que c'est une intelligence aujourd'hui collective entre nos petits acteurs pionniers qui ont un impact considérable et aussi une analyse de la situation de la société bien plus en avance que nos grands groupes qui essayent d'œuvrer petit à petit. Et donc, c'est toujours une bienveillance, une cohésion, voilà, une intelligence collective, et qu'aujourd'hui, les acteurs économiques répondent concrètement au déficit d'intérêt général auquel manque l'État. Merci Cyrielle. Jennifer, je vais lire un des paragraphes de votre livre qui est assez édifiant aussi sur la manière dont vous appréhendez la situation de gens qui sont pas dans le besoin là pour le coup. Le personnage dont il s'agit est un personnage aisé dans la force de l'âge qui dit « Je ne suis pas écolo, je ne comprends rien aux gilets jaunes, je n'ai rien suivi de la grève des retraites, je vote vaguement contre depuis mes 18 ans, influencé par des mots attrapés au vol, à la télé ou sur un ordinateur, par des opinions déployées en 140 caractères. Je ne vote jamais pour. Je me pose là et je râle quand il n'y a pas de métro. Ça y est, ça me reprend. La tachycardie. D'un coup, je sens mon cœur et il se met à taper de plus en plus fort, de plus en plus vite. Ça a commencé dans l'agence immobilière quand on a paraphé et signé la promesse de dépenser 810 000 € dans un appartement. J'aimerais bien que vous réagissiez, Jennifer, parce que là, vous avez un passage d'un personnage qui s'apprête à s'acheter un appartement avec son conjoint de 810 000 € et qui m'a l'air bien désabusé. Mais comment va-t-elle s'en sortir? Je veux bien que vous nous donniez ensuite ce côté fil positif, bien sûr, qui est tressé dans votre livre. Oui, je crois que l'un des cancers de notre époque, c'est une certaine forme de cynisme et de résignation. Et elle est un peu cynique, elle n'est pas tout à fait résignée. Alors elle trouve, enfin, comment dirais-je, elle essaye de mener une certaine forme de résistance sur des sites de rencontres adultères. Elle a envie de vivre par la chair, donc enfin, c'est tout ce qu'elle a trouvé quoi, pour sortir de son conformisme social et de l'ennui qui en découle. Mais c'est vrai qu'elle est assez blasée, elle n'est pas bien parce que justement, elle manque de désir au sens large, de désir politique, de désir existentiel, elle ne sait pas. Mais je pense que ça, pour le coup, c'est un personnage représentatif
de l'époque. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont paumés en ce moment et qui ne savent pas où aller trouver l'excitation et l'envie de vivre. De vivre vraiment pleinement, de savoir ce qu'on aime vraiment, de savoir ce à quoi on avait envie de passer son temps. Et donc elle est là-dedans au début du livre. Et puis, ce qui va l'aider à sortir de cet état, eh bien, c'est une rencontre. Parce que j'ai l'impression que tant que les gens sont encore capables de se rencontrer et d'entrer en résonance les uns avec les autres, eh ben, on peut espérer que les sociétés changent, parce que tout part de là, quoi, de cette projection en dehors de soi et vers l'autre, et donc vers la société. Et en l'occurrence, c'est ça qui va la faire se mettre en mouvement et qui va la faire se sentir plus vivante. Voilà. Merci Jennifer. Nicolas, il y a 30 initiatives dans votre livre que vous évoquez. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez nous partager? Moi, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Évidemment, elles ont toutes leurs atours, parce que vous évoquez des situations qui nous amènent dans des villages vraiment très petits, 240 habitants. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sur les portraits que vous tirez de ces acteurs, des territoires, à chaque fois, vous précisez le nom de la commune concernée, le nombre d'habitants. Vous décrivez le contexte de l'action qui a été menée par les personnes en question, et puis vous en tirez des enseignements. Alors, il y en a une qui est sur la démocratie locale, que je trouve assez intéressante. C'est Christian et Geneviève qui sont à Dieulefit, dans la Drôme, un village de 3... Alors, c'est un gros village quand même, 3093 habitants. Vous pouvez nous décrire un petit peu la manière dont ils ont quelquefois, quelque part, mis en place une démocratie locale qui répond à un bon nombre d'aspirations que l'on a entendues sur les places publiques ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les modalités de dialogue qu'ils ont et de décision qu'ils ont mis en place? Oui, alors effectivement, quand on dit il y a une crise sanitaire, il y a une crise écologique, c'est vrai. Aujourd'hui, on a une crise économique, il y avait une crise sociale. Mais tout ça, et on le voit avec les Gilets jaunes, et on l'a vu notamment, il y a aussi une crise profonde démocratique. Et moi, il y a une stat qui m'effraie plus que tout, c'est que pour les moins de 25 ans, plus de 50%, alors c'est vrai, c'est une stat américaine, mais qui en Europe, il y a eu à peu près les mêmes chiffres. Pour les moins de 25 ans, pour plus de la moitié d'entre eux, ils déclarent que vivre dans une démocratie n'est pas essentiel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que la démocratie, finalement, n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, ou en tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui leur semble... et ils évoquent beaucoup un autoritarisme éclairé, il y a une fascination pour un certain nombre de leaders internationaux qui ne sont pas dans une quasi-démocratie, enfin voilà, un simili de démocratie. Et donc, je me suis dit, en fait, il est temps aussi de réinventer notre démocratie. Et puis, on a notre République, la manière dont elle est organisée, c'est depuis l'après-guerre, et le monde a beaucoup changé aussi, et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas réinventer une démocratie d'une certaine manière qui soit plus encline à la tendance et aux envies et aux besoins des citoyens aujourd'hui. Et il y a des exemples, c'est intéressant, et c'est beaucoup dans la Drôme, et ça fait quelques années qu'il y a des tests qui ont été faits. En l'occurrence, là, je prends l'exemple de Dieulefit, mais c'est vrai aussi à Saillant, et il y a d'autres territoires où ça s'est passé comme ça, où en fait, ce n'est pas un maire qui a été élu aux élections municipales, mais c'est un collectif. Et donc, bien évidemment, on est obligé d'avoir un maire, etc. Mais en fait, le maire ne décide pas de tout. Au contraire, c'est un collectif, et c'est les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que les grandes décisions sur le PLU, qui est plan local d'urbanisme, qui est absolument la clé quand on est maire, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, les cantines, etc., c'est des décisions qui sont prises par des élus, là, pour moitié, enfin des personnes qui ont été élues sur la liste, et des citoyens qui sont tirés au sort. Et eux décident ensemble des grandes décisions de la municipalité. Et en même temps, ils font toutes les décisions, tous les conseils municipaux, tout le monde est réuni. Et c'est une vraie démocratie qui s'organise. Donc, bien évidemment, officiellement, auprès de l'État, c'est le maire qui est responsable, qui prend et qui signe, mais il n'y a pas une décision qui n'est pas prise de manière collégiale.
Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir comme des territoires comme ça, enfin, sur des territoires comme ça, on tente d'autres choses et d'autres formes de démocratie qui sont des démocraties, comme on l'a vu sur la Convention pour le climat, où en fait, c'est les citoyens qui vont décider. Et c'est pas juste on va élire quelqu'un et puis après on s'en occupe plus pendant 6 ans. C'est une démocratie en continu. Et on le voit, il y a un exemple aussi dans le nord de la France, avec à Los Angeles, par exemple, où en fait, les grands projets, les projets municipaux sont issus des citoyens qui viennent en disant, moi, j'aimerais, par exemple, les jeunes sont venus en disant, moi, nous, on voudrait un skatepark, on n'a pas de skatepark. Le maire a dit, OK, voilà les contraintes techniques. Mais après, c'est vous qui gérez le skatepark et voilà, on vous donne le budget et c'est vous qui le faites. Et c'est vous qui faites vivre, en fait, la ville, le village, enfin voilà, à votre échelle. Et donc, voilà, il y a cette envie-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se testent aujourd'hui et qui sont très intéressantes, surtout si on a envie d'inventer une sixième république potentiellement, et voilà, et de repenser notre modèle démocratique et redonner et continuer à faire vivre notre démocratie pour faire envie aussi aux jeunes générations, pour qu'ils aient envie et de se dire, bah, finalement, la démocratie, c'est peut-être le meilleur des systèmes. Merci Nicolas. Et effectivement, moi je trouve que cet exemple, c'est vraiment l'un de ceux qui porte. Évidemment, il y en a d'autres et on pourra en évoquer avant de se quitter, bien sûr, mais celui-ci, c'est sur cette appropriation-là de la décision publique à des échelons territoriaux. Les conséquences des décisions sont tout de suite perceptibles. Elle est particulièrement emblématique. Cyrielle, je voulais juste avoir votre avis aussi sur. Vous évoquez donc parmi les outils qui sont là, qui sont disponibles et qui sont souvent insatisfaisants, le PIB qui ne prend pas en compte, qui ne valorise pas suffisamment ce qu'est un engagement, par exemple. Donc, c'est une vraie problématique à part entière. Il ne faut pas que je tarde, Yann. J'ai un Zoom à 30. Donc, il faut vraiment que je... Dites-moi. À 30 alors, dernier mot avant de nous quitter, Cyrielle. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message avant qu'on se quitte? Parce que... autant terminer sur quelque chose que vous aviez envie de transmettre. Positif. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est que je suis véritablement agréablement surprise parce que jamais, si on m'avait dit quand je me suis lancée après mon switch de vie en 2014, j'ai lancé mon blog en 2015. Et c'est dans cette période 2016-2017 que j'avais notamment rencontré Nicolas avec une très belle expérience sur Waka Waka chez Kira, l'hôtel de ville avec Younous et Anne Hidalgo. Et je suis contente de te revoir, Nicolas, parce que ça c'est quand même mémorable dans ma carrière. Ah oui, et on a les vidéos, C'était vraiment top cette soirée ensemble et tout ce que tu fais, bien évidemment, par ailleurs. Et je suis contente de te retrouver là et j'ai envie de lire ton livre. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis agréablement surprise parce que depuis 6 ans, je suis dans cet univers et je me suis faite toute seule. Et pour tous ceux qui m'ont connue au départ, j'étais avec mon petit ordinateur à traverser Paris et aller voir tous ces acteurs du changement, ces changemakers. Et aujourd'hui, j'en suis 6 ans après, à l'interviewer sur BFM Business des dirigeants, des patrons du CAC en me disant, mais waouh, et je vois qu'il y a véritablement des liens, des ponts qui se font entre tous ces acteurs, même dans le milieu associatif, il y a beaucoup de dons, voilà, donc je suis agréablement surprise par ce tissu économique qui pour moi s'engage de plus en plus. Et effectivement, une entreprise qui ne s'engage pas, je le maintiens, on le maintient avec Sylvain, et je pense que tous les acteurs, tous ceux qui ont une raison d'être, tous ceux qui sont sociétés à mission, et ce sont des centaines, sont derrière nous en disant qu'une société aujourd'hui, si elle ne se projette pas, si elle ne s'engage pas, c'est une société qui ne se projette pas. Et véritablement aujourd'hui, l'engagement influe à tous les pans de notre société et on les attend au tournant. Ce tissu économique fera bouger les choses, est en train de faire bouger les choses. Ça va certes sans doute jamais assez vite, bien évidemment, parce qu'on part de loin. Tout de même, il y a 6 ans, on parlait de matières recyclées, on parlait de seconde main, etc. On nous a dit, mais c'est quoi cette vintage attitude? Et aujourd'hui, on estime, par exemple, dans la mode, qu'en 2028, la seconde main explosera les chiffres par rapport à la fast fashion. Ça veut dire que il y aura plus de consommation de seconde main qu'aujourd'hui, il y a de consommation dans la fast fashion. Donc, on voit que la société, elle mute à tous les étages et que tous les acteurs de l'économie, peu importe leur taille, sont là pour faire bouger les lignes et aident justement à penser et à apaiser notre société pour lutter contre ces inégalités et cette pauvreté. Donc, j'ai envie de dire que je suis ravie et que je vous donne à lire nos raisons d'être qui sont vendredi. Tu fais mieux que moi pour représenter, mais donc, comme ça, c'est fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'était très chaud de t'avoir à nos côtés. Nous, on va poursuivre un petit peu avec Nicolas et Jennifer
À bientôt. Merci beaucoup Nicolas et Jennifer, un petit coucou à Pierre Sam et merci beaucoup à toi Yann de ton temps, de toutes ces questions, de ton intérêt pour nos ouvrages et donc pour le mien et au plaisir en tout cas. Coucou mon Pierre Sam. Je vous Salut. embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut. À bientôt tout le monde. Alors Jennifer, on poursuit. Jennifer, dans votre roman, vous évoquez aussi souvent, il y a la notion de patience ou d'impatience. Et votre personnage, qui est très avancé en âge, je crois qu'elle a 92 ans, Iris, hein. On n'en a pas parlé encore. Là, on a parlé de Trélox, Aurélien, qui est à vélo, qui est un peu désabusé. On a parlé de Alice, qui a 40 ans et qui est un petit peu en train de se questionner, alors que socialement, en tout cas, on pourrait considérer que tout lui a réussi jusqu'à maintenant et manifestement, il doit lui manquer l'essentiel. Et puis, il y a Iris, une très ancienne, d'avoir 92 ans, et elle est elle est décrite dans son quotidien parfois comme jouant aussi avec le temps et avec les nerfs de son entourage, parce qu'elle prend du temps pour tout, la moindre petite tâche quotidienne, et elle le vit, on le sent un petit peu de façon coquine. Elle a envie un petit peu aussi de quelque part faire paître ceux qui attendent à la caisse derrière elle. Et je voulais peut-être que vous m'en disiez un petit peu plus sur cette manière dont vous avez appréhendé ce personnage, au-delà de sa maladie. Elle est atteinte par cette maladie d'Alzheimer qui atteint beaucoup de nos anciens dans ces âges très avancés. Comment vous la mettez dans cette histoire, dans son rapport à ses tâches quotidiennes et l'importance que vous avez accordée à ça? Je voudrais bien vous entendre un petit peu, ce rapport au temps et à la patience. Moi, je voulais parler de la vieillesse parce que je considère qu'elle est, elle est malmenée, elle est mise à l'écart dans les pays occidentaux. Et on veut pas la regarder, elle est dépréciée. Enfin, la vieillesse, c'est la faiblesse. Et Iris, elle se vit un peu comme ça parce que c'est une femme qui a été très libre et très active pendant toute sa vie. Et donc, le fait d'être à ce point affaiblie physiquement et intellectuellement aussi, puisqu'elle perd la mémoire, pour elle, c'est un drame extrêmement... Enfin, c'est le plus gros drame de sa vie. Et donc, en effet... Alors qu'elle a suscité énormément le désir, alors qu'elle a été très convoitée, alors qu'elle a été acclamée, parce que c'était une pianiste concertiste extrêmement reconnue dans sa jeunesse, et puis jusqu'à un âge relativement avancé d'ailleurs. Là, le fait d'être plus que cette petite vieille qui ne va pas assez vite, qui va faire ses courses et qui a du mal à mettre les trucs sur le tapis roulant et que tout le monde trouve ça très agaçant. Alors elle en joue effectivement un peu par provocation, mais elle y trouve aucun plaisir. C'est une blessure d'orgueil insupportable pour elle. Voilà, enfin le fait d'être ralenti à ce point, c'est une grande douleur. Et c'est vrai que ça vient se heurter à l'agitation qui l'environne, parce que même si elle vit assez recluse dans son appartement, j'ai voulu faire en sorte que sa solitude et sa lenteur et sa faiblesse physique cogne contre cet environnement très frénétique qu'est celui de la ville, de la grande ville où il faut aller très vite, ou sur les trottoirs. Elle a tout le temps peur de se faire renverser, soit par un piéton, soit par des gens sur des roulettes, que ce soit les espèces de monowheels ou les trottinettes et tout. Et donc, elle révèle par sa fragilité à quel point le monde, l'urbanité aujourd'hui est violente, quoi. Elle est violente pour les sens, on ne s'entend plus, ça fait trop de bruit, on respire un air pollué, on a un corps qui est sans cesse bousculé. Enfin, c'est ce que j'avais pas mal étudié dans mon précédent livre qui s'appelle La vie dans les bois, où j'avais mené une immersion en pleine nature, et c'était l'occasion en creux de mener une réflexion sur notre vie d'urbain. Et c'est vrai que dans la nature, tous les sens sont sollicités pour ce pourquoi ils ont été créés. Donc, par exemple, avec le nez, on va déceler une source d'eau. Avec les oreilles, pareil, on peut retrouver de l'eau, et puis on peut évidemment faire attention aux dangers. On est sur le qui-vive, et voilà. Et le toucher est évidemment extrêmement sollicité quand on est dans la nature, parce qu'il faut tout le temps se servir de ses mains. Nous, ici, on appuie bêtement sur des iPhones, enfin sur des téléphones tout plats, ou sur des interrupteurs.
Et on est très diminué, en fait, dans notre humanité. Parce qu'on ne sait plus faire grand-chose, parce que tous nos sens sont attaqués et qui sont déviés de ce pourquoi ils avaient été conçus par l'évolution. Donc Iris, elle incarne tout ça, elle incarne la violence du monde urbain pour l'humain qui est devenu cet animal contrarié, cet animal mis en cage et dont surtout on doit nier l'animalité justement parce que l'humain ça doit être un bon petit soldat et plus du tout une part d'animal alors qu'on a tous en nous je pense une part d'animal qu'il serait bon de réactiver parce que ça fait partie des choses qui font qu'on se sent mieux après. Donc voilà, Iris elle est là aussi pour mettre en lumière ce genre de choses, ouais. Et c'est très bien fait parce qu'on s'y attache beaucoup. De toute façon, les 3 personnages, et vous les tricotez, hein, donc on va finir par voir. Dans un Paris qui est victime d'une mousson, qui est victime de phénomènes climatiques extrêmes. On y voit un petit peu d'émeutes. On a vraiment là une vie d'un Paris très chaotique. Et puis, c'est une occasion pour vous de rappeler que Paris n'a que 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est toujours bien de le rappeler, ça. Et Nicolas, justement, ça me permet de faire un rebond sur les solutions que vous avez pu identifier sur... Alors, c'est vrai que dans les chapitres de votre livre, Nicolas, il ressemble presque aux différents chapitres de la loi climat et résilience. Je ne sais pas si vous avez vu, j'exagère peut-être, mais on n'a pas loin d'avoir les grandes thématiques, se nourrir, se loger de la loi climat et résilience. Et là, en l'occurrence, vous en avez un qui est dédié à nourrir la planète. Et je veux bien que vous remettiez en perspective ce que vous évoquez sur donner un avenir au métier d'agriculteur. Ça va nous amener dans les Pyrénées-Atlantiques, je crois, avec Marc-Antoine et Grégoire, dans un village de 1899 habitants. Non, mais moi, je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que, en fait, on parle beaucoup d'agriculture, enfin, des toits partagés, de l'agriculture urbaine, etc. Ces espèces de mots qu'on entend partout. Et en fait, on ne se rend pas compte que, en fait, avec les toits potagers, c'est même pas 5% de la population qu'on arrivera à nourrir, même si on en mettait partout. C'est la même chose pour l'énergie, en fait. L'énergie, elle ne sera pas créée dans les grandes villes, et que surtout l'énergie renouvelable, hein. Et donc, du coup, il y a besoin de repenser notre territoire, repenser nos espaces. Et puis, nos grands enjeux et nos gros défis, ça va être de nourrir voilà, les 10 milliards d'individus qui vont peupler cette planète, d'avoir de l'énergie qui soit une énergie propre et une énergie renouvelable qui permettent, et sûre, qui permettent à tout le monde d'avoir de l'électricité, de se chauffer, etc. Et donc, ça, ces grands défis-là, ce n'est pas les villes qui vont les résoudre, hein, c'est vraiment les territoires ruraux et les campagnes. Et là-dessus, effectivement, il y a plein d'initiatives où on peut même croiser les deux. Et en fait, je pense que le métier d'agriculteur, qui est un métier sublime, mais un métier qui est complètement dévoyé, où en fait, on bosse 7 jours sur 7, 365 jours par an parfois, et on ne touche même pas le SMIC. C'est un métier qui est extrêmement dur, qui est extrêmement compliqué et qui crée beaucoup de misère aussi. C'est un des métiers où il y a le plus grand taux de suicide, notamment. Et donc, on se rend compte que il y a des choses à faire là-dessus pour réinventer un pacte social, notamment avec nos agriculteurs, et puis réinventer cette profession où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, sans rentrer dans de la trop grande technicité, mais il faut aller dans plus de transformation des produits. Il faut aller sur des labels. Enfin, il y a des exemples, hein. Il y a Fabrice en Loire-Atlantique qui gagnait à peine 800 euros en vendant son lait à des grandes coopératives laitières et qui décide d'aller en créer en direct des éleveurs où lui-même transforme son lait en barriques de briques de lait qu'il va vendre dans les supermarchés au rayon autour de chez lui avec d'autres. Et donc, ils ont acheté une machine pour le faire. Ils ont un pack qui est complètement éco-conçu et aujourd'hui, ils sont sur tout l'ouest de la France et ils arrivent à se payer 2000 euros en gros. Et donc, il
ils ont changé, ils ont réfléchi, ils ont transformé leur métier. Mais il y a aussi les acteurs dans le pays de Figeac qui, par exemple, ces 130 agriculteurs qui ont dit, mais nous, on a des toits de nos hangars, là où on stocke nos vaches, nous, on a nos vaches, on a nos produits, etc. Et donc, ils ont mis des panneaux photovoltaïques partout pour en créer une grande coopérative qui gère tout. Et en fait, le pays de Figeac est autonome en énergie aujourd'hui parce que c'est les agriculteurs qui ont mis ces panneaux photovoltaïques et en même temps, ça leur donne des revenus et 20% de leurs revenus aujourd'hui supplémentaires, c'est grâce à la production d'énergie où l'agriculteur devient aussi producteur d'énergie. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de modalités pour changer les choses. Il y a la méthanisation, enfin, il y a plein de technologies, il y a plein de choses où on peut réinventer ce métier d'agriculteur parce que je pense que l'agriculteur, c'est, quand on parle des gens qui sont en première ligne, c'est la première ligne pour la transition écologique, c'est la première ligne pour l'alimentation de demain, une alimentation saine et de qualité. Et donc, c'est vraiment pour moi un des grands chantiers à mener et il y a beaucoup de choses à faire. C'est là d'ailleurs que je tiens à préciser que combien les témoignages sur les 30, il y a une stricte minorité qui concerne ce phénomène dont on entend parler depuis quelques années de néo-ruraux. Ce sont des gens qui sont sur les territoires, qui, pour une bonne part, y sont nés, y ont leur famille et leurs ascendants. Et on n'est pas dans le phénomène de néo-ruraux ultra diplômés qui veulent se mettre au vert et monter un coworking pour leurs pères qui eux aussi ont décidé de se mettre au vert. On est vraiment sur le territoire. Il y a un autre exemple, peut-être juste pour poursuivre un petit peu sur ces exemples très concrets liés à l'énergie, notamment. Dans ce village de 229 habitants qui s'appelle Luc-sur-Aude, vous décrivez un projet assez exceptionnel aussi parce que, au-delà de l'autonomie énergétique, il génère des revenus, en tout cas bien supérieurs à un livret A, comme vous l'indiquez. Vous pouvez juste en quelques petits instants nous décrire ce qui pourrait vraiment, quand on le lit, cet exemple, constituer mais un modèle duplicable à l'échelle d'un petit village de 229 habitants. On imagine combien de centaines de villages de cette catégorie pourraient s'approprier la solution. Oui, et peut-être indiquer si INCO s'investit et accompagne ce genre de choses. Il y a des milliers de villages, en fait. En fait, Luc-sur-Aude, c'est un village en Occitanie, dans le pays de Limoux, donc vraiment à la frontière, enfin, pas la frontière, mais dans les Pyrénées et au début des Pyrénées, vraiment de la montagne. C'est un village qui est assez excentré de beaucoup de centres urbains, hein, finalement. Et les habitants du village ont décidé de devenir autonomes en énergie à un moment, il y a quelques années. Alors, il y avait plein de grands groupes électriciens qui leur proposaient de racheter des terres pour mettre des éoliennes ou de racheter des dizaines de terrains, des centaines de terrains parce qu'ils ont besoin de beaucoup de surface. Et eux, ils ont dit non, nous, on veut un projet pour nous, à notre échelle, et on veut que ce projet il nous appartienne. Et donc, ils ont pris un morceau de garrigue qui est en hauteur du village et ils ont construit un petit parc photovoltaïque, pardon. Et pour le construire et pour le développer, donc c'est un village de 200 habitants, enfin c'est vraiment un petit village, ils ont chacun mis un peu d'argent, mais investi dans une société qu'ils ont créée ensemble. Et donc, cette petite installation photovoltaïque, elle a été financée par l'épargne locale des citoyens qui détiennent, qui peuvent revendre leur part s'ils le souhaitent quand ils ont besoin. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ils ont réussi à le faire, le plus jeune, Zachary, avait 11 ans ou quelque chose comme ça, puis il a mis de l'argent de sa tirelire, ils ont tous mis à chacun à hauteur de ce qu'ils avaient, et aujourd'hui, ça fait aussi travailler cette épargne-là, qui au lieu d'être sur un compte qui va je ne sais où, permet d'avoir un rendement qui est autour de 5%, et donc bien supérieur à ce que le livret A offre aujourd'hui, tout en ayant en plus une autonomie énergétique dans un village sans lui manquer de respect, parce que c'est un village qui est très, très sympa, le maire est super et c'est très joli, mais qui n'a rien de particulier, qui n'a rien de spécial. Honnêtement, c'est un village comme les autres. Et donc, ce genre d'initiative, moi, je me dis, c'est fou, mais en fait, ça devrait se faire partout. Tout le monde y gagne, quoi. L'énergie est renouvelable,
les personnes investissent, sont propriétaires eux-mêmes de l'installation et en plus gagnent plus de 5%, enfin 5% qui est plus qu'un livret A. Donc pour moi, c'est vraiment une des belles solutions qui devrait être répliquée un peu partout. Oui, en effet. Et c'est ça la grande vertu aussi de votre livre, Nicolas, c'est ces exemples qui paraissent atteignables compte tenu justement de la dimension des villages qui sont concernés. Et quelque part, là, on n'a plus de raison de se dire c'est inatteignable parce que c'est preuve à l'appui, ça l'est. Jennifer, toute autre dimension, mais dans votre roman, c'est une femme qui est présidente. Ouais. Vous pourriez nous en dire quelques mots? Ouais, alors ça, je pensais pas. Je pensais pas que ça serait possible parce que la femme à peine déguisée, c'est Marine Le Pen. Et très honnêtement, quand j'ai écrit ça, je pensais vraiment pas que ce soit concevable. Mais je pensais pas non plus que ce soit concevable qu'il y ait plusieurs confinements, parce qu'à un moment j'ai écrit premier confinement et je me disais oh, 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 comme s'il y allait y en avoir d'autres. Heureusement c'est derrière nous. Et bon ben parfois je suis pas très clairvoyante et parce qu'on m'a expliqué dernièrement que les derniers sondages la montraient pas mal favorite, donc bah, ça me terrorise hein, clairement. Et puis je trouverais ça navrant parce que ça serait fantastique qu'il y ait enfin une femme à la présidence de la République française, mais alors que ce soit elle, ça serait terrifiant. Donc voilà, en fait, c'est marrant parce que j'appuie toujours mes histoires et l'extrapolation que je peux faire sur le contexte socio-économique, sur des faits, sur des articles que je lis, je me renseigne beaucoup sur l'état du monde. Je l'avais fait notamment pour un livre d'anticipation qui s'appelle La désobéissante, où l'intrigue se passait en 2050. Et pendant la rédaction de ce livre, alors que j'avais l'impression d'avoir poussé le curseur hyper loin et d'avoir poussé les travers de la société de manière paroxystique, et ben, j'étais très régulièrement rattrapée par la réalité. Et c'était terrifiant. J'avais tout le temps l'impression de super exagérer, justement de forcer le trait dans le but de donner à voir le risque qui nous pendait au nez. Et en fait, ce risque advenait, enfin, les choses s'actualisaient pendant que j'écrivais. Et là, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec les confinements. Et puis, c'est un peu ce qui risque, enfin, ce qui nous pend au nez. Moi, j'arrive toujours pas à le croire. Hein. Pour moi, c'est pas possible qu'elle passe. Mais bon, apparemment, c'est pas complètement inconcevable non plus. Donc parfois, j'écris des choses dans l'espoir de conjurer le sort, parce que, à mon humble niveau, je me dis que je vais peut-être susciter, comme je le disais au début, une espèce de petit éveil, de petit élan, de petite envie d'agir. Bon. Mais bon, ça, je me rends bien compte que c'est marginal, étant donné mon audience, mais aussi pour conjurer le sort de manière un peu superstitieuse, quoi, en me disant, si je le pose sur le papier, voilà, je pose aussi un peu mes inquiétudes quoi, et mes angoisses. Et donc, je me dis, si je l'écris, ça n'adviendra pas. Mais bon, je sais bien que c'est de la pensée magique. Hein. Donc voilà, oui, c'était à elle que je faisais allusion, évidemment. Oui, ça ne m'étonne pas, mais je voulais vous l'entendre dire. Et Nicolas aussi, vous éludez pas ça, parce que vous évoquez la notion de combat identitaire hein, autour des sujets d'écologie. Et vous éludez pas ce sujet et vous le problématisez d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. De toute façon, dans vos deux ouvrages respectifs, vous ne vous laissez pas aller à la facilité, je dirais. C'est ce qui fait aussi le relief des propos. Mais Nicolas, vous pourriez en quelques mots, on ne va pas terminer là-dessus, on terminera sur une note plus positive, mais c'est quand même juste très important à mon sens que vous nous indiquiez aussi pourquoi vous avez pris le soin aussi de peut-être mettre en garde, et en tout cas d'évoquer cette notion d'associer l'écologie à des combats identitaires. Oui, aujourd'hui, l'écologie, c'est intéressant parce que c'est plus du tout le monopole du parti des Verts, Europe Écologie, etc. C'est passé aujourd'hui, tout le monde a une vision écologique, enfin en tout cas une stratégie en matière d'écologie. Et ce qui est intéressant, à part bien évidemment Trump, Bolsonaro, qui sont un peu l'ancienne génération où là, bon, on occulte l'écologie, mais globalement, tout le monde sait qu'il y a une crise écologique et beaucoup, la majorité quand même, je pense, en est consciente. Et donc, du coup, voilà, il y a des programmes qui existent dans tous les partis, qui sont des programmes autour de l'écologie. Et
Et moi, je me suis intéressé à ce que faisait, alors pas Marine Le Pen, parce qu'elle n'est pas, c'est pas encore très, très développée, mais celle qui se développe beaucoup et très bien, enfin, qui a beaucoup travaillé le sujet, c'est Marion Maréchal Le Pen, qui, elle, a une vraie doctrine écologique, qui a des idées, enfin voilà, un vrai programme, en tout cas, écologique, et qui parle au plus grand nombre, et qui, elle, fait le lien, et c'est là où il faut faire attention, entre ce que fait aussi, ce que font d'autres, notamment chez LR, certaines franges qui le lient, qui parle de l'écologie comme un conservatisme et qui explique que l'écologie, c'est être conservateur. Donc, être écologique, c'est préserver son patrimoine environnemental, mais c'est du coup aussi préserver son patrimoine culturel, son identité culturelle, ne pas l'avoir évolué. Et du coup, et qui prend souvent l'analogie ah bah, vous voyez, quand on a une espèce et quand on a une espèce qui vient de l'extérieur, et ben, elle fout tout en l'air, etc. Voilà, le jardin, etc. Enfin, il y a beaucoup d'analogies qui sont faites là-dessus sur les espèces exogènes qui vont venir semer une zizanie, voilà, dans notre écosystème. Eh bien, il y a un parallèle qui est fait, voilà, qui est très simple et qui justifie du coup l'écologie comme étant un conservatisme. D'ailleurs, on ne parle pas trop d'écologie, enfin, on n'utilise pas trop ces mots-là, mais on a un programme là-dessus. Et je me suis dit, faut faire attention, enfin, en tous les cas, de dire que, voilà, attention, il va falloir avoir un vrai débat d'idées de fond. Et donc, c'est un des arguments, moi, qui me fascine toujours, par exemple, que j'ai vu notamment chez François-Xavier Bellamy, qui est de dire si vous êtes tous contre les OGM, pardon, donc le fait d'aller modifier la génétique, comment, quand on est contre les OGM, on est pour la PMA ou pour la GPA? Puisque finalement, c'est être soi-même acteur de la génétique, là où on devrait laisser faire la nature. Bah, c'est un argument qui est intéressant. Enfin, je veux dire, qui est intéressant, mais qui doit pouvoir être démonté, expliqué, enfin, à mon sens. Hein. Mais pour autant, pour le grand public, effectivement, hein, ça paraît logique. Hein. Si on est contre la modification génétique, pourquoi, si on l'est contre la nature, d'autant plus on devrait être contre l'homme? Donc, je pense que les partis, notamment écologistes, et qui ont une forte tendance là-dessus, doivent aussi se préparer à une bataille intellectuelle là-dessus pour mieux expliquer. Et le monopole n'existe plus. On ne peut pas dire, ah, mais nous, on est vert parce que la couleur de notre parti, elle est verte, quoi. Aujourd'hui, il va y avoir un vrai débat de fond et un vrai débat d'idées. En Autriche, d'ailleurs, il y a une coalition entre la droite et les Verts qui s'est créée. Enfin voilà, les lignes bougent. Merci. Et oui, c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus, parce que ça me semblait important de le rappeler que voilà, l'instrumentalisation a des desseins bien autres que ceux d'un avenir soutenable d'un point de vue environnemental, social, économique. Elle est à l'œuvre et qu'il faut être hyper vigilant sur le sujet. Et donc, vous prenez le soin de l'évoquer aussi dans votre livre. On arrive à la fin de ce moment ensemble. Je voulais peut-être terminer pour vous dire que je vous recommande vraiment les lectures de ces deux ouvrages. Bon, on ne le voit pas là, très bien, parce que j'ai un filtre, hein, mais entre Le bonheur est dans le village, chez Flammarion de Nicolas Hazard, et puis Jennifer Murzo chez Julliard, magnifique roman Le cœur et le chaos. Tous les deux, vous avez vraiment aussi des plumes. Jennifer, moi j'adore aussi, c'est triste, hein. Il y a un côté, on est dans un état du monde, vos personnages, hein, ils ont les épaules un peu lourdes, et puis ça se passe très bien parce que et je trouve que les bancs publics ont un bon rôle dans votre roman, j'en dis pas plus. Et quant à Nicolas, eh bien là, ça donne aussi de l'oxygène. C'est très orienté vers le pays occitan, mais ça, je pense que, et vous le dites d'emblée, hein, en disant, voilà, les exemples, c'est aussi parce que ce sont aussi des points dont vous êtes sans doute le plus proche personnellement, et donc ça explique cela, mais ça montre que justement, je pense que la même démarche peut se faire dans plein d'autres territoires en France. Comme vous le connaissez bien, c'est là que vous êtes allé puiser les initiatives.
Bon, j'envoyais une Bretonne, hein, donc le Rennais que je suis voit que dans le Morbihan à Séné, il y a aussi un bel exemple sur les énergies. En tout cas, merci à tous les deux Merci à vous. pour ces échanges. Et puis, à bientôt. Et puis, pour celles et ceux qui nous ont suivis, à bientôt pour un prochain Affectio-Talk littéraire dont vous serez informés dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore une fois, merci pour ces échanges, Nicolas, Jennifer et puis Cyrielle qui nous a quittés un petit peu prématurément et c'était prévu.